Je me tenais au bord de la scène en bois poli, le cœur battant si fort que j'étais certain que tous les spectateurs du premier rang pouvaient l'entendre. Des années à jongler entre les cours du soir, 2 enfants en haillons qui semblaient ne jamais dormir et un travail exigeant chaque jour avaient conduit à ce moment. Moi, Marcus Haye, j'avais enfin obtenu mon diplôme. Le pompon doré de ma casquette se balançait doucement tandis que je prenais une inspiration et m'avançais. Le micro crépitait sous mes doigts, et l'espace d'une fraction de seconde, juste assez pour que ma poitrine se gonfle de fierté, je m'imaginais au centre d'un stade où tous les visages se tournaient vers moi pour m'applaudir. Mais c'était un gymnase de lycée reconverti pour la remise des diplômes. Les tours de plafond étaient trop basses et l'air sentait la sueur et le vieux vernis. Mon nom résonnait dans les haut-parleurs, Marcus Haye. Les syllabes rebondissaient sur les gradins empilés contre les murs aux couleurs neutres. J'avais réservé 6 sièges au premier rang. Salut la famille, imprimé en lettres noires sur du papier cartonné défraîchi et solidement scotché aux chaises en plastique. 6 places étaient réservées pour ma femme et mes enfants, ma mère, 1 ou 2 sœurs que je pensais susceptibles de venir. J'avais vu les yeux de Talia s'illuminer à chaque étape de mon parcours scolaire. Concours d'orthographe en CP, foire scientifique en CE2, concert d'orchestre en 4e, et je comptais sur cette même étincelle. Aujourd'hui, mes enfants, Jalen et Cara, m'avaient supplié de m'asseoir assez près pour me voir traverser la scène, la voix pleine d'excitation. Ma mère avait insisté pour ne rien manquer. Pourtant, tandis que mes pas me portaient le long de la scène, ces sièges étaient vides. Un silence inquiétant emplissait les gradins. « Salut la famille, pas de spectacle », murmurai-je pour moi-même, essayant de forcer ma voix à la confiance. La conseillère pédagogique à côté de moi hocha poliment la tête, comme si elle dirait quelque chose d'encourageant si elle l'osait. Je contournai le podium et acceptai mon diplôme. Le cuir noir était frais dans ma main. Le sceau en relief brillait sous les néons. La remise des diplômes était censée être un triomphe pour Ludi, comme l'arrachement d'un pansement. Un soulagement douloureux mais apaisant. Au lieu de cela, un vide glacial s'ouvrit dans ma poitrine. Je serrai le diplôme à 2 mains, les yeux rivés sur mes places réservées. Le silence s'alourdit. Les points lumineux des téléphones portables, des flashs d'appareils photo et d'autres familles passèrent. Premier baiser, accolade familiale, larmes de fierté. J'avalai ma salive, me rappelant que la famille valait parfois plus que le sang. Mes enfants m'aimaient. Ils étaient peut-être présents à la remise des diplômes d'un ami, mais Talia, ma femme, n'avait aucune excuse. Et ma mère non plus. D'un pas mesuré, je descendis la rampe sur le côté de la scène. Mon diplôme toujours en main. Ma robe murmurait contre les planches de bois, doux souvenir de toutes ces nuits où j'avais troqué les dîners de famille contre des travaux de recherche, de tous les week-ends passés sous la lumière d'une lampe de bureau au lieu d'encourager les matchs de foot. Pour en arriver là, j'avais tant sacrifié. Et maintenant que j'avais atteint le sommet, plus personne pour m'accueillir. Je me dirigeais vers le fond du gymnase où les diplômés se pressaient, s'embrassaient et lançaient leurs casquettes avec une joie insouciante. Je me forçais à afficher le sourire soulagé que j'avais pratiqué devant le miroir de la salle de bain, mais c'était comme un masque, et je ne pouvais cacher la tension dans mes épaules. Un groupe de camarades me remarqua et me fit signe de la main. Je leur rendais l'appareil chaque semaine. Ils s'approchèrent, me passèrent les bras autour des épaules et me donnèrent une tape dans le dos. « Felicitations, mec », dit l'un d'eux d'une voix tonitruante. « Tu as réussi. » J'acquiesçai et souris. Mais dès qu'ils s'éloignèrent, le vide revint. Je sortis mon téléphone et parcourus mes messages. Une douzaine de félicitations sincères de professeurs et de collègues apparurent, aux côtés de textos datés de proches qui n'avaient pas pu faire le déplacement, mais aucun de ceux dont j'avais scotché les sièges avant même de m'être rendu compte de ce que je faisais. J'ouvris le chat de Talia. Pas de coche bleue. Juste son dernier message d'il y a 2 jours. Bonne chance pour demain. Tellement fier de toi, Redard. Penché sous mon pouce comme une cruelle provocation. Mon téléphone vibra avant que je puisse taper une réponse. Je jetai un coup d'œil à l'écran et mon sang se glaça. Il faut qu'on se parle de toute urgence. Pas de ponctuation, pas d'excuses, juste son nom, Talia, et ses 6 mots légers. L'horodatage s'illumina. 11h42. Je regardais autour de moi, espérant que quelqu'un remarquerait mon expression. Je réalisais que j'étais plus qu'une diplômée complaisante flottant dans leur célébration. Mais la conversation tourbillonna. Les diplômes passèrent d'une main à l'autre.
Les familles réunies. Personne ne vit l'homme dont le soutien avait disparu. Je me tenais près des gradins, un pied au sol et l'autre toujours sur la rampe de la Seine, serrant mon diplôme. Les confettis scintillants que quelqu'un avait lâchés quelques instants plus tôt voletaient autour de moi comme des papillons mourants. Je sentais le gravier de la trahison me racler les poumons, me rendant la respiration difficile. L'espace d'un instant, j'ai envisagé de répondre « Où es-tu » ou « Qu'y a-t-il d'urgent » Mais quelque chose en moi a reculé. L'urgence sans explication n'était pas de l'affection. C'était une exigence. Et après 4 ans passés à me démener pour faire mes preuves, j'ai refusé de me plier à l'appel d'autrui sans raison. Au lieu de cela, j'ai glissé mon téléphone dans la poche de ma chemise et enfoui mon diplôme sous mon bras. En entrant dans le hall d'entrée, où la lumière du soleil filtrait à travers les portes vitrées, le vent glacial et cinglant soufflait tandis que je m'avançais dehors, emportant avec moi le péché du printemps et de l'herbe fraîchement coupée. Je me suis arrêté sous le baldaquin, les yeux fermés face à la luminosité. J'ai senti une déception aiguë dans l'air, comme du pain grillé brûlé trop longtemps sous le grill. Je me suis appuyé contre un pilier de briques et me suis laissé glisser jusqu'à ce que je sois assis sur le banc en béton construit pour les retardataires ou les parents nerveux. En m'asseyant, j'ai réalisé combien il était étrange de tenir un diplôme qui promettait un avenir meilleur alors que le présent était en ruine. Obtenir mon diplôme mania comme Lodi avait été ma mission suicide pour élever ma famille vers des sommets. Des banlieues avec de bonnes écoles, un revenu stable, des soirées sans dette qui me rongeaient. Mais aujourd'hui, ces rêves étaient comme de la poussière dans mes mains. Mon téléphone vibra de nouveau. Je le sortis, m'attendant à voir le nom de Talia clignoter avec d'autres messages. Au lieu de cela, ce fut une notification des réseaux sociaux. Des photos taguées dans le jardin de Darenhaï. Je les ouvris d'un pouce tremblant. Mes enfants étaient là. Cara pataugeant dans la piscine gonflable, les cheveux couverts d'eau et de crème solaire, les yeux clos d'un rire ravi. Jalan lui fourra un hot-dog dans la bouche, du ketchup maculé aux commissures des lèvres. Talia se tenait à côté de Darren, retournant des hamburgers avec aisance, sa robe d'été se détachant sur la pelouse verte, son sourire radieux. Au-dessus d'eux, des ballons blancs flottaient dans la brise, seule décoration. Pas une seule fois personne ne jeta un coup d'œil à ma place vide. Je fixais l'écran, chaque fibre de mon être bourdonnant d'incrédulité. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Les lettres HE, sur ces chaises avaient formé un mot de promesse. Au lieu de cela, elles avaient formé un mot de trahison. Je laissai tomber le téléphone sur mes genoux et pressai mes paumes contre mes yeux. Pour la première fois depuis mon inscription au cours du soir, je laissai couler des larmes spontanément. Le monde se brouillait derrière mes paupières. Lumière du gymnase, ballons, confettis, diplômes, sièges vides. Je ne savais pas combien de temps je restais assis là. Le soleil baissait, des ombres s'étendaient sur la cour, et les derniers accords de la récréation de la chorale flottaient à travers les portes ouvertes. Quelque part en moi, je ressentis une étincelle de reconnaissance. J'avais franchi une scène ce soir. Mais peut-être que la véritable remise des diplômes se déroulait en moi. Je laissais derrière moi l'homme qui avait tout sacrifié en silence. L'homme qui croyait que l'amour le trouverait toujours au centre de la scène. Je pris le diplôme et le glissai dans sa pochette. Je me levai pour épousseter ma robe et redresser les épaules. Je répondrai à Talia dès que possible, mais pas depuis ce vide. Je retournerai sur ce podium de la vie, mais à mes conditions, et un jour, je remplirai à nouveau ces sièges avec des gens qui comprendraient ce que j'avais donné et ce que je méritais en retour. Pour l'instant, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'intérieur du gymnase où les diplômés riaient et les familles réunies, et j'ai marché face au vent, prêt à emprunter un chemin différent de celui que j'avais prévu. J'ai consulté mon téléphone une 3e fois sur le chemin du retour, même si chaque regard me rendait plus certain de ce que j'allais voir. Une galerie de trahison encadrée par le soleil et la fumée du barbecue. Mes articulations se sont élargies tandis que je serrais le volant, douloureuse contre le cuir. Le GPS m'indiquait que je n'étais qu'à quelques minutes de chez moi. Mais chaque kilomètre s'étendait comme une éternité. Mon esprit rejouait l'image que j'avais aperçue sur le parking. Le bleu collant de la piscine gonflable, les chaises longues éparpillées comme des îles colorées, les rires des enfants ondulant dans l'air. J'entendais encore leurs échos. En arrivant dans mon allée, mon pouls battait si fort que j'avais peur que les voisins appellent la police. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis,
laissant la chaleur monter en moi tandis que le soleil de fin d'après-midi embrasait la cabine de mon pick-up. Je savais exactement ce que j'allais trouver à l'intérieur de ma maison. L'odeur des côtes et du clélau persistant comme un invité indésirable. Les chaises vides sur ma véranda. Le murmure de pas qui n'étaient pas les miens. J'ai déverrouillé la porte d'une main tremblante et j'ai franchi le seuil d'une maison qui m'a semblé soudain inconnue. L'odeur m'a frappé en premier. Une fumée sucrée, le piquant de la sauce barbecue, la légère carbonisation des braises. Elle s'échappait de la porte arrière ouverte, se propageant dans le couloir comme une question à laquelle je n'étais pas prêt à répondre. Mes pas étaient réfléchis, chacun mesurant la distance entre mon cœur et mon doute. J'ai levé la tête et j'ai vu le salon, la lumière du soleil tombant en rectangle doré sur le parquet, illuminant là, dans un coin, un filet d'eau turquoise provenant d'un arroseur automatique pour enfants. Mes enfants devaient attirer des traces de pas boueuses dans la maison, mais il n'y en avait aucune trace. Pas de traces de mains collantes sur les murs, pas de lunettes de natation abandonnées roulant sur le tapis. J'ai suivi la piste à travers la cuisine où le tablier de Thalia était accroché à un crochet orné de minuscules grilles enflammées qui se moquaient de moi par leur design joyeux. Une pile d'assiettes usagées et de brochettes carbonisées gisait sur le plan de travail et dans l'évier, un monticule de vaisselle attendant d'être lavé. Des bouteilles de bière et des canettes de soda vides jonchaient l'îlot. C'était un véritable chaos convivial, sauf pour moi. J'ai poussé la porte de derrière pour accéder au jardin et je me suis figé. Le barbecue était froid maintenant, les braises grises et cendrées sous une grille gluante. Des chaises en plastique blanc entouraient une table pliante encombrée de plateaux à moitié vides. Des épis de maïs, des haricots blancs au four et des barquettes en aluminium, un grand bol de salade de choux qui avait fané sous la chaleur. Au-delà, la piscine scintillait d'un faux bleu et était accueillante, mais elle était vide. J'ai scruté la pelouse, à la recherche d'un mouvement ou d'un rire. Le silence, puis je les ai vus, mes enfants, barboter dans une piscine portable dans le jardin de Darren, juste à côté. Son jardin jouxtait le nôtre, seulement séparé par une haie trop courte pour masquer la vue. Le rire de Jalen résonnait tandis qu'il se jetait de l'eau par-dessus la tête. De minuscules gouttelettes flottaient comme des cristaux au soleil. Kara agitait les jambes, projetant des arcs de jet autour d'elle, et ils arboraient tous deux un sourire éclatant, plein de malice et de joie. Thalia se tenait devant le grill, sa robe d'été à motifs floraux tourbillonnants, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Elle retournait des hamburgers avec une aisance désinvolte, discutant avec Darren, dont le visage était tourné vers elle et dirigé vers moi d'une manière que je n'avais jamais vue. Je les observais tous les deux, ma femme et mon frère, à l'aise dans un monde que j'avais construit pour eux, mais que je n'avais jamais vraiment habité. Ils se penchaient pour discuter, leurs épaules se touchant, leur rire partagé entre deux bouchées de travers de porc fumé. La nouvelle épouse de Darren se tenait à proximité, tenant dans ses bras le bébé que j'avais un jour pris pour ma nièce, sauf que ses traits ressemblaient étrangement à ceux de Thalia. Les mêmes yeux noirs, le même nez retroussé. Ma mère se tenait à ses côtés, roucoulant devant le nourrisson, les cheveux grisonnants, mais le rire éclatant comme toujours. À chaque instant, je restais caché derrière la haie, mon pouce accélérait. J'aurais dû crier, foncer à l'assaut de la clôture, exiger une explication. Au lieu de cela, je restais cloué sur place. Chaque émotion se figeait en moi jusqu'à me sentir comme une statue sculptée dans le chagrin. L'air entre nous scintillait de mensonges que j'ignorais avoir digérés jusqu'à présent. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de dimanches avais-je cru que nous étions à la maison, à construire des souvenirs dans notre jardin, tandis qu'elle construisait une vie différente sans moi? Je fis un pas en avant et le bruit fit lever les yeux de Thalia. Elle s'arrêta, les yeux rivés sur la clôture comme si elle sentait ma présence. Elle tendit la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, un geste inconscient que j'aurais autrefois trouvé attachant. Darren vit aussi son regard, son sourire se fondant dans la confusion. Il se retourna complètement, et l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent. Je vis une reconnaissance se dessiner sur son visage, vite masquée par la culpabilité. Puis l'expression de Thalia changea, comme si elle chassait une pensée agréable pour la remplacer par de l'inquiétude. Marcus. Sa voix était d'une clarté forcée qui me bouleversa. Elle posa la spatule et fit un pas maladroit vers moi. Les enfants poussèrent des cris aigus en me voyant, mais leur joie semblait surréaliste, comme si j'étais l'acteur de ma propre vie. Je levai la main pour l'arrêter.
Les mots que je voulais dire, les accusations brûlantes dans mes yeux, tout fut étouffé par l'ampleur du moment. Tu étais censé être à ma remise de diplôme, dis-je d'une voix basse et rauque. Les sièges étaient vides parce que tu n'étais pas venu. Elle ravala la chaleur qui lui rougit les joues. Je suis désolé, commença-t-elle, mais les mots se bousculèrent, sombrant dans le silence. C'était juste un peu mouvementé. Darren m'a surprise avec ce barbecue. Je jetai un coup d'œil vers la maison, imaginant les chaises vides réservées à ma famille. Un barbecue animé. Tandis que je traversais cette scène seule, les enfants regardaient depuis la piscine, leur rire et leurs couteaux me tordant la poitrine. Le regard de Talia se porta sur les enfants, puis sur l'eau de la piscine qui clapotait sur leur petit corps. « Je ne voulais pas vous faire de mal, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je voulais vous faire une surprise après. »« Surprenez-moi après », répétai-je en m'approchant jusqu'à ce que la haie ne me cache plus. Mon cœur battait la chamade. Tu cuisinais des hamburgers avec mon frère pendant que je montais chercher mon diplôme. Ces mots me faisaient mal, car ils étaient vrais. Darren fit un pas hésitant en avant, les bras levés dans un geste de paix. Marcus, mince, je ne savais pas. Je le coupai. Non, dis-je avec férocité. Ne parle pas. Il recula, les sourcils froncés, la culpabilité se lisant sur chaque trait de son visage. Ma mère croisa les bras, les lèvres pincées. Je réalisai alors à quel point tous les autres avaient été complices. Ils avaient tous choisi le rire et la communion plutôt que la loyauté envers moi. Le portrait de famille s'était fendu sur les gonds et Jean était resté aux mains. Le visage de Talia se décomposa et elle tendit la main vers moi. Mais je reculai, la douleur se transformant en colère. « Tu as menti », accusai-je. Je vis les photos. Je sortis mon téléphone de ma poche et le tendis. L'écran montrait mes enfants, Talia, Darren, maman, tous heureux. Aucune de moi. Ne me dis pas que c'était un malentendu. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle regarda les photos, la lèvre tremblante, et finit par hocher la tête. Je suis désolé, Marcus. Elle porta les mains à sa bouche comme pour étouffer ses propres remords. Je pensais avoir bien fait. Darren a dit que tout irait bien. Je ne savais plus quoi faire. Son aveu me fit l'effet d'une goutte d'acide qui s'abattait sur ma confiance. Je me détournai, la lumière de mon téléphone se reflétant sur le barbecue. J'entendais ma propre respiration, haletante de chagrin. Les rires de mes enfants s'estompèrent tandis que je retraversais l'herbe à grands pas, me sentant trahi à chaque pas. Avant de claquer la porte derrière moi, je l'entendis appeler, la voix brisée. « Marcus, s'il te plaît. » Mais je ne me retournai pas. Je pénétrai à l'intérieur, le goût de la cendre dans la bouche. Mes rêves de famille et de réussite gisaient carbonisés sur la pelouse derrière moi. Je sus alors que rien ne serait plus jamais comme avant. La fumée de ce barbecue s'était incrustée dans les fondations de notre vie, et les ponts, autrefois assez solides pour porter l'amour, avaient déjà brûlé. Je me garai dans l'allée et laissai le moteur tourner au ralenti, les mains tremblantes sur le volant. Le soleil de fin d'après-midi baignait la pelouse, dorant chaque brin d'herbe et se moquant de moi par sa chaleur. L'odeur de fumée du barbecue de Darren flottait encore dans l'air, et en dessous, une odeur de trahison, un parfum de hargne, couvait à l'abri des regards. Mon téléphone était posé sur le siège passager. Le dernier message de Talia me fixait. « Rejoins-moi à la maison. » Seul. Je jetai un nouveau coup d'œil aux mots, sentant chacun d'eux atterrir comme une pierre plate contre ma poitrine. Seul. Pas avec les enfants. Pas avec ma mère. Seul. Le mot résonnait dans mon esprit, sans m'apporter ni réconfort ni clarté. Je coupai le moteur, sortis et verrouillai les portes avec 3 bips stridents. La véranda était vide maintenant. Les chaises que j'avais autrefois réservées à la famille gisaient éparpillées, abandonnées au vent. Je pris une grande inspiration, enfouis mes mains dans mes poches et traversai le jardin. Chaque pas réveillait des souvenirs de dimanches plus heureux passés à lancer un ballon de foot, à apprendre à Jalène à lancer, à regarder Cara chasser les papillons. Toute cette joie me semblait voler, comme si on m'avait donné une vie artificielle en laquelle croire. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement avant que j'atteigne le perron, et Talia apparut dans le cadre. Ses yeux étaient rouges, ses joues, un peu saturées de larmes. Elle portait la même robe d'été que lors du barbecue, maintenant froissée, et ses cheveux tombaient en mèches lâches autour de son visage. Elle paraissait plus petite,
recroquevillée sur elle-même comme pour se rendre invisible. J'hésitais sur le seuil, mon poids oscillant entre rage et chagrin. « Entrez », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je la suivis au-delà de l'entrée jusqu'au salon. La lumière de l'après-midi, qui s'échappait des fenêtres, traçait des rectangles pâles sur le parquet. Tout semblait pareil, et pourtant, plus rien ne ressemblait à la maison. Talia fit un geste vers le canapé et je m'assis sur le bord. Le dos raide, les mains jointes sur les genoux. Elle resta debout, silhouette fragile au milieu de la pièce. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Mon cœur battait fort en attendant qu'elle trouve les mots. Quand le silence se fit trop pesant, elle s'approcha de la table basse et prit une enveloppe en papier craft scellé. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle me la tendit. Je la pris, remarquant l'écriture soignée. Marcus Hale. Le papier était épais, lourd de sens. « Je ne voulais pas que tu voies ces photos, » dit-elle, les yeux baissés vers le tapis. « Je pensais que si tu les voyais, tu ne me le pardonnerais jamais. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je la regardais, sentant le fossé entre nous se creuser à chaque respiration. J'ouvris l'enveloppe et en sortis une feuille pliée et une petite pochette en plastique. Mon nom était tamponné sur la pochette en lettres capitales. À l'intérieur, je distinguais à peine de fines bandes de papier de laboratoire, les résultats d'un test ADN. Ma bouche s'asseca. Je dépliai la feuille et lus les mots imprimés. Nom du patient, date du test, et en dessous, une ligne unique qui me coupa l'air. Paternité non concluante. Probabilite statistique 0%. Je levai les yeux vers Talia. Ses mains se joignirent à sa poitrine comme pour tenter de retenir son cœur battant. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Le silence de la pièce amplifiait les battements de mon cœur, un tambour d'incrédulité. Puis je me levai, serrant le papier, le laissant trembler entre nous. C'est l'ADN de Jalen. Ma voix me parut étrangère, comme si quelqu'un d'autre avait emprunté mon corps pour parler. Talia hocha la tête, les larmes coulant à flots. « Je n'avais rien prévu, » dit-elle. « C'est arrivé avant même que je commence ton programme. » Les mots ont fait l'effet d'un acide sur ma langue. Avant même que je commence l'école, elle a pris une inspiration tremblante, comme si elle cherchait un espace sûr dans sa propre voix. J'ai cru que Darren aidait juste avec le covoiturage. J'étais bouleversé. Marcus, tu étais tellement absent entre les cours et les enfants. Et un jour, j'ai pleuré parce que je me sentais si seul. Et Darren était là. Il était atterré par sa propre culpabilité. Je la fixais, le papier froissé dans mon poing. Chaque syllabe qu'elle prononçait ajoutait une brique de plus au mur entre nous. Tu pensais que Darren t'aiderait, ai-je dit à voix basse, avec une fureur bouillonnante. Tu pensais qu'il serait là pour toi. Ma poitrine s'est serrée, le sang chaud a afflué dans mes veines. Et au lieu de ça, il a engendré mon fils. Ses yeux se sont écarquillés, la honte lisant son visage. Marcus, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas. Je n'ai jamais demandé. Je pensais qu'il était gentil. Je crois sincèrement que Jalen était à toi. Elle fit un pas hésitant vers moi. Je t'aime. J'aime notre famille. Le plancher craqua sous moi tandis que je me levais, reculant devant ces mots. Amour. Ce mot semblait creux, mâché et recraché par des semaines de tromperie. J'imaginais le sourire de Darren me tendant ses hamburgers identiques, regardant mes enfants jouer sous sa surveillance. Je ressentais la chaleur de cette lueur de barbecue, même maintenant. Tu m'aimes, répétai-je, d'un rire cassant et sans vergogne. Tu m'aimes, mais tu n'as pas pensé à me le dire, pendant 8 ans. Talia tressaillit à mon ton, les yeux remplis de larmes fraîches. Elle serra le décolleté de sa robe, tordant le tissu entre ses doigts. J'avais peur, admit-elle d'une voix tremblante. Peur de te perdre, peur de ce qui allait arriver. Je pensais que si je l'ignorais, ça passerait, mais ça n'a jamais disparu. Ignorant le poids des lettres tremblantes dans ma main, je me dirigeai vers la fenêtre et regardai dehors. La cour vide. La balançoire était immobile, le bac à sable bien rangé, comme s'il attendait le retour d'un père. Je voyais là et maintenant, clairsemé là où je m'étais arrêté pour l'observer. Il me monta à la gorge, une larme de regret amer. Tu l'as laissé se faire passer pour le père de mon fils, dis-je, d'un ton délibéré. Tu l'as laissé élever mon garçon. Le visage de Talia se crispa comme si elle souffrait.
Elle fit un nouveau pas vers moi, plus déterminée. Il était seul aussi, dit-elle. Lui et moi, s'interrompit-elle en secouant la tête. Ce n'était pas une liaison comme tu le penses. C'est juste que je ne voulais pas me sentir seul. Et Darren, il était là. Un rire m'échappa, sans humour et posé. Mon frère était là. Je répétais les mots, chacun d'eux d'une voix saccadée. L'homme avec qui j'ai grandi, partageait des secrets, en qui j'avais plus confiance que quiconque. Ma voix s'aiguisa. Il était là et tu as laissé faire. Talia s'affala sur le canapé derrière moi, la tête baissée, les épaules secouées de sanglots silencieux. L'enveloppe et les résultats des tests, je me suis effondré au sol, atterrissant face contre terre dans une flaque de chagrin. Debout au-dessus d'elle, la poitrine haletante, déchirée entre l'envie de la réconforter et l'envie de partir et de ne jamais revenir. Mon téléphone vibrait dans ma poche, et j'hésitais avant de le sortir. C'était un message de Jalen. « Papa, on peut jouer au ballon plus tard ?» Cette demande innocente me transperça le cœur. Je fixai le message, sentant le poids de la trahison m'écraser. Ces mots méritaient une réponse pleine d'amour, mais mon cœur était trop à vif. Je remis le téléphone dans ma poche sans répondre. Je me détournai de Talia et me dirigeai vers la porte d'entrée. Elle m'appela d'une voix rauque et désespérée, mais je ne me retournai pas. Je sortis dans la lumière du jour, sentant l'air frais m'envahir, cherchant à purifier la blessure qui saignait à l'intérieur. Le monde semblait trop lumineux, trop impitoyable. Debout sur le porche, je réalisai que l'enveloppe et la lettre étaient bien plus que du papier et de l'encre. Elles étaient la preuve ultime de tous les secrets qui s'étaient développés comme de la moisissure. Les recoins de notre famille. Une seule vérité qui avait le pouvoir de nous noyer tous. J'ai fermé les yeux, laissant le vent jouer sur mon visage. À cet instant, tout ce que je croyais en amour et en loyauté s'est effondré, et je n'ai plus eu que la froide réalité et un choix à faire. Rester et reconstruire, ou partir et forger une nouvelle vie sans mensonge. Le visage de Jalen a vacillé dans mon esprit tandis que je quittais la maison. Le poids de sa confession me serrait les tempes. 8 ans d'histoire avant de dormir, de promenades sur le dos, de baisers sur les genoux écorchés, et chaque boule dans ma gorge qui me serrait lorsqu'il m'appelait ces nuits sombres. Tout cela bâti sur un mensonge que je n'avais pas soupçonné. Arrivé à la sortie de la ville, où les lampadaires ont cédé la place aux champs et où l'air embaumait une légère odeur de pain et de promesses, j'ai pris une décision. J'avais besoin de réponses. Je me suis garé sur un parking en gravier devant une petite clinique qui fermait à 18 heures. Les fenêtres étaient obscurcies, mais j'ai aperçu une lumière dans un bureau à l'étage. J'ai grimpé des escaliers grinçants, 2 par 2, chaque pas résonnant dans le couloir vide. À la porte, une plaque en laiton indiquait « Dr Hendrix, MD, paternité ». J'hésitai, le poing levé, puis frappé. La porte s'ouvrit brusquement avant que j'aie pu attendre une réponse. Le Dr Hendrix était assis à un bureau en acajou encombré de chemises en papier craft et de tasses à café à moitié vides. Ses sourcils broussailleux se levèrent en me voyant et il éteignit la lampe de bureau, baignant la pièce d'une lumière plus douce. « Monsieur Hay, dit-il, sur la communication vocale, j'attendais votre appel. » Je me hérissai, mais ne dis rien. Il désigna une boîte métallique posée au sol. « Je suppose que vous avez déjà vu le rapport préliminaire. » J'acquiesçai et entrai, la détermination accentuant les limites de mon univers. « J'ai besoin de tout, dis-je à voix basse. Date, nom, signature, tous les détails que vous avez. » Il tira la boîte vers lui, souleva le couvercle et révéla des rangées d'enveloppes scellées, étiquetées par mois et par année. Je compris alors à quel point tout cela avait été méthodique. J'ai besoin de la chaîne complète, de la prise de sang à la conclusion finale. Le docteur Rix fronça légèrement les sourcils et prit une grande inspiration. Monsieur Hay, le protocole stipule que nous ne pouvons pas divulguer les informations des patients sans leur consentement. Mais puisque nous avons votre autorisation signée, il tapota un dossier portant ma signature. Je peux résumer la procédure. Il fouilla dans la boîte et en sortit une enveloppe marquée juin 2015. C'est à cette date que l'échantillon de votre fils a été prélevé. Ma gorge se serra. C'était 6 mois avant mon inscription au cours du soir. À l'époque, je travaillais encore et Jalen n'était même pas encore à la maternelle. J'ai regardé le médecin glisser l'enveloppe sur le bureau. Le technicien a noté une anomalie assez courante dans les échantillons pédiatriques.
Ils ont conservé un deuxième flacon pour confirmation. 2 semaines plus tard, le généticien a signalé le profil. Aucun marqueur correspondant à votre échantillon sanguin. J'ai fermé les yeux et avalé difficilement. Chaque syllabe était comme du sel sur des terminaisons nerveuses exposées. Alors ils ont refait le test? Ai-je demandé. Le médecin a hoché la tête et a sorti une deuxième enveloppe. Le sceau était impeccable. Oui. Ils ont répété le test avec un échantillon témoin. Les résultats étaient identiques. Puis ils ont utilisé des marqueurs supplémentaires pour confirmer la maternité, qui correspondait parfaitement à l'échantillon de Mademoiselle Aïe. Les larmes que j'avais retenues tout l'après-midi me piquaient les yeux. J'imaginais les techniciens de laboratoire stériles, la peau luisante sous la lumière fluorescente, transférant de minuscules tubes de sang et étiquetant chacun d'eux avec un soin minutieux. Dans leur monde, ce devait être un simple dossier comme un autre. Pour moi, c'était la rupture de tous les liens qui m'avaient ancré à mon foyer, à ma famille, à mon identité. Le docteur Hendrix s'éclaircit la gorge, me tirant de ma rêverie. Je suis désolé, monsieur Aïe. Il n'y a plus rien ici. Il joignit les mains au-dessus du bureau. Je comprends combien c'est difficile. Vous avez parfaitement le droit d'intenter une action en justice si vous le souhaitez. Son ton neutre me fit l'effet d'une bombe à retardement. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, contemplant l'autoroute sombre qui traversait le paysage. Je me sentais à la fois perdu et en apesanteur, comme à la dérive. Un océan de revelations. Pendant des années, j'avais cru construire un avenir pour mes enfants. À présent, je réalisais que quelqu'un d'autre construisait une vie parallèle, la cachant à la vue de tous. Le mensonge avait élevé un fils. Mon fils l'avait fait sous sa main ferme et le sourire de Darren. Merci, dis-je doucement en me retournant. Je récupérai les enveloppes et le dossier, leur bord tranchant sous ma main. Dehors, le vent claquait contre les vitres comme pour me pousser en avant. Je montai les escaliers et m'enfonçai dans la nuit. L'enseigne au néon de la clinique brillait faiblement derrière moi. L'obscurité semblait sincère, sans prétention. Je repris la route par les rues tranquilles, l'esprit en ébullition. Mon premier arrêt fut l'ancien atelier de mon père, à la sortie de la ville. J'y étais déjà allé, cherchant du réconfort dans ses outils et ses plans. Mais ce soir-là, j'avais un objectif différent. Je devais cataloguer chaque parcelle de preuves que je pouvais trouver. Textes, photos, reçus pour constituer un dossier, non seulement pour la vérité, mais aussi pour la responsabilité. Dans la boutique poussiéreuse, je fis volte-face. J'allumai une seule ampoule au-dessus de ma tête et me dirigeai vers l'établi. La boîte en cèdre laissée par mon père était ouverte, son contenu déjà familier. La montre à gousset, la lettre m'avertissant de la présence de Darren, les vieilles photos de notre famille avant que tout ne craque. Je fouillai les photos à la recherche d'anomalies, des instantanés d'anniversaire avec 2 gâteaux, des vacances avec des poses gênantes lorsque le visage de Darren s'approchait trop de celui de Talius. J'en remarquai une photo de Thanksgiving de 2016. Talia et ma mère se tenaient au comptoir de la cuisine, riant en découpant la dinde. La nouvelle épouse de Darren tenait un bébé emmailloté de rose. Gélène se tenait entre moi et la haie, la main dans la mienne, le visage illuminé par la curiosité. Je fixai la photo, traçant la date inscrite au dos, le cœur serré. Ce Thanksgiving avait été l'un des jours les plus heureux dont je me souvienne. Je n'avais jamais imaginé à quel point il était creux. Je rassemblai les photos, les glissai dans une enveloppe craft étiquetée « Preuve » et la glissa dans la poche de ma veste. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application Notes. Sous les dossiers, j'ai créé des dossiers, des rapports cliniques, des photos de famille, des preuves numériques et des témoignages. Demain, j'enverrai des lettres recommandées à des avocats, et peut-être même confronterai Darren à mes découvertes. Mais pour l'instant, j'avais besoin d'être seul avec mon chagrin pour laisser la rage et le chagrin prendre forme. Je suis sorti et me suis appuyé contre l'encadrement de la porte de l'atelier, respirant l'air froid. Un grillon solitaire a chanté, et au-dessus de moi, les étoiles clignotaient, témoins patients. Au loin, la lueur des lampadaires laissait deviner une ville encore endormie, inconsciente de la profondeur de ses fissures. J'ai fermé les yeux et murmuré son nom. Jallan, mon fils, élevé dans un amour qui n'avait pas été le mien, avait le droit de connaître la vérité. Et moi, entraîné par la tromperie, j'allais relever le défi.
Je ne laisserai pas ce mensonge le définir, ni la trahison me consumer entièrement. Au contraire, je construirai quelque chose de nouveau à partir de ces décombres, un fondement d'honnêteté, même si cela impliquait de démolir la vieille maison brique par brique. Briquet. Quand j'ai ouvert les yeux, la nuit était différente, plus un vide, mais un espace mûr avec possibilité. Le mensonge avait soulevé un fils, mais maintenant la vérité guiderait l'homme qu'il deviendrait, et le père que je serais. L'atelier sentait le cèdre et l'huile moteur, et la saveur familière de métal gratte contre mes sens alors que je soulevais le couvercle de la vieille boîte en cèdre de mon père. J'étais revenu ici, à la recherche de conseils, quelque chose de solide pour m'ancrer dans la confession de Thalia de la tempête s'est déchaînée, et à trouver à la place l'écho d'un avertissement qui pullait sous ses paroles. La montre de poche, les plans, les photographies, toutes les reliques d'un homme qui a construit des choses pour durer, s'est assis devant moi. Sentinelle silencieuse me poussant à me rappeler ce qui s'était précédé. Mais c'est la lettre qui a attiré toute mon attention. J'ai déplié le papier jauni, retraçant le cursif soigné que j'avais connu par le cœur en tant que garçon. Mon père avait une main régulière même lorsque la vie menaçait de secouer son sang-froid, et l'encre brillait comme s'il l'avait écrit hier. La date à là en haut, le 12 mars 2018, se sentait incroyablement lointain et douloureusement récent à la fois. J'ai lu sa salutation à haute voix, la voix basse et étouffée. Mon fils le plus cher, au moment où vous lisez ceci, je crains que le monde, comme vous le savez, il se soit déplacé d'une manière que vous ne pouvez pas anticiper. Un froid m'a traversé. Mon père était décédé 2 ans plus tard, paisiblement dans son sommeil, ne connaissant jamais la profondeur des fractures de la famille qu'il prévoyait. J'ai pressé ma paume contre la lettre et j'ai continué. Si vous lisez ceci, vous avez probablement été trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance. J'aimerais vous dire plutôt. J'aurais aimé vous sauver la douleur de l'ignorance. Ces paroles ont traversé mon esprit. La trahison, l'ignorance. 2 mots que je n'avais jamais connectés. J'ai laissé la lettre s'ouvrir et j'ai regardé les lignes suivantes. Darren n'est pas seulement compétitive, il était dangereux. Je l'ai attrapé à Thalia l'année avant votre mariage, disant qu'il avait investi dans la maison quand il n'avait pas pris d'argent pour une Thalia pour un voyage de week-end pour une cause à la chariot. Il a supplié le pardon, promettant qu'il fasse bien. Le silence était mon échec. Les obligations que vous partagez. S'il cherche à saper votre mariage ou vos enfants, sachez que vous avez ma permission d'agir sans hésitation. Protégez ce qui vous appartient à juste titre. Mes doigts se resserrèrent autour du papier. Protégez ce qui vous appartient à juste titre. C'était comme un appel aux armes. Jamais auparavant je n'avais considéré mon héritage comme l'un de la défense, de protéger l'amour de ceux qui le tourneraient. Mon père avait construit des cathédrales de bois et de métal avec ses mains. Maintenant, il m'envoyait des plans pour l'architecture morale, des diagrammes de loyauté et de force. J'ai glissé la lettre dans ma poche et j'ai soulevé la montre de poche. C'était lourd dans ma paume. Le boîtier en argent a gravé avec mes initiales. J'ai cliqué dessus et j'ai regardé le visage de mon père capturé dans le verre terni. Intemporel et stable. Un rappel illimité d'un homme qui croyait à faire ce qui était bien, même quand cela faisait mal. Je l'ai fermé et rencontré mon reflet dans la fenêtre de l'atelier. Un homme a forgé de chagrin et de trahison, mais pas encore brisé. J'ai rassemblé les plans éparpillés sur le traitant. Plan pour le Trious que j'avais construite en tant que garçon, le hangar que lui et moi avions relevé de fondation au toit. Chaque projet qui avait eu la vie sous ses conseils de patient. Chaque dessin était comme une promesse, même en ruine, quelque chose pouvait être reconstruit. Je les ai glissés dans un portefeuille plat aux côtés des preuves que j'avais déjà collectées. Photos, résultats des tests, rapport de la clinique. À l'extérieur, le ciel se détendait dans le crépuscule. Des stries de lavande et d'or se fondent derrière les pins. J'ai verrouillé la porte de l'atelier et j'ai glissé sur le capot de mon camion. Le grand livre de l'héritage de mon père s'est mis à genoux. Mon téléphone est resté à côté de moi, silencieux et sombre, comme s'il ne voulait pas s'immiscer à ce moment. Je l'ai atteint et j'ai ouvert une nouvelle note. Plan d'action. J'ai tapé des puces avec des soins délibérés. Passé en revue toutes les preuves photographiques des incohérences de chronologie. Sécuriser un affidavit juré du technicien de la clinique si possible. Consulter un avocat en droit de la famille concernant la garde et les droits de paternité. Préparer la lettre à Darren confrontée à sa tromperie,
citant l'avertissement de mon père. Rédiger une déclaration pour Jalen, adaptée à l'âge, expliquant sa vérité de paternité. Je m'arrêtais au dernier élément, les doigts planant sur l'écran, expliquant la vérité à mon fils. Peu importe à quel point je planifiais soigneusement, la conversation serait la plus difficile. Ses yeux, si brillants et confiants, rencontraient le mien, s'attendaient à la réconfort, pas à la rupture. Mais la promesse que j'avais faite pour honorer mon intégrité, pour le protéger des demi-mèches, ne me laisserait pas vaciller. J'ai sauvé la note et fermé les yeux, laissant l'air frais s'installer autour de moi. La trahison a toujours palpité comme une nouvelle blessure. Mais en dessous, quelque chose d'autre remua. Rasudra. La lettre de mon père était à la fois avertissement et bénédiction, un témoignage d'un homme qui croyait que son fils pouvait se tenir debout face à la tromperie. J'ai fléchi mes doigts, sentant le pouls de détermination écho à travers mes veines. La nuit est tombée et les premières stars clignaient des yeux vivants au-dessus. J'ai emballé le portefeuille dans le lit du camion, le poids de l'héritage de mon père équilibré par le poids des documents que j'avais obtenus. Chaque pièce était un outil, perçant le daran des mensonges, illuminant le chemin vers l'avant. Je suis monté sur le siège du conducteur, j'ai commencé le moteur et je me suis éloigné de l'atelier. La route s'étendait, illisible et sinueuse, mais j'ai ressenti une lumière régulière en moi, une boussole intérieure guidée par la vérité. Demain, je commencerai le travail acharné de tenir ma famille responsable, d'exiger l'honnêteté que je méritais. Alors que je conduisais dans la nuit, la montre de poche a niché dans ma veste. J'ai chuchoté un vœu à l'homme qui m'avait élevé. Je protégerai ce qui est à juste titre à moi, et je le pensais avec chaque once de force qu'il m'avait léguée, et chaque fibre de résolution que j'avais forgée en son absence. C'était plus qu'un calcul. C'était une déclaration. Je reconstruisais nos vies sur la fondation ferme de la vérité. Brique par brique prudente. J'ai trouvé Liana Brox un mardi après-midi, nichée dans son petit studio au-dessus d'une librairie d'occasion. Le péché du vieux papier et du café périmé m'a salué alors que je montais les escaliers grinçants. Chaque étape me rappelant à quel point une fondation peut être fragile. Le podcast de Liana. Les vérités cachées étaient devenues ma bouée de sauvetage après la révélation de Talia. Un endroit où des trahisons comme les miennes ont été diffusées et disséquées sous l'éclat dur de l'examen public. J'ai frappé à sa porte et entendu le clic doux de sa mousse insonorisée avant qu'elle ne l'ouvre. Les cheveux se déchaînent autour de ses épaules et des écouteurs reposant autour de son cou. « Marcus salut, dit-elle, la voix stable mais douce. Tu ressembles à l'enfer. » Elle s'écarte pour me laisser entrer, pointant vers une chaise en peluche entourée de microphones, de câbles et d'une planche de mélange. « Café !» J'ai secoué la tête. Je n'avais pas dormi. Liana a fermé la porte. Scellant l'agitation étouffée de la rue main ci-dessous. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés. Deux vieux amis se sont réunis dans les pires circonstances. J'ai besoin de raconter mon histoire, dis-je en m'installant sur la chaise. Mes épaules s'affaissaient parce que je n'avais pas la force de m'asseoir debout. C'est plus que la confession de Talia ou les résultats de l'ADN. C'est à l'échelle familiale. C'est tous les mensonges et la moitié de tout le monde s'est collu pour me garder aveugle. J'ai regardé ses yeux se rétrécir avec une curiosité professionnelle. Elle a inversé la planche de mélange et une lumière rouge clignait des yeux. « Vous savez comment cela fonctionne ?» a-t-elle dit. « Je peux diffuser un épisode sous un pseudonyme, la radiation, la révocation. » Le sourire de Darren a fait la baisse du sourire de Darren. « Êtes-vous prêt à cela ?» Je me suis forcé à respirer. « Oui, dis-je. Mes enfants méritent la vérité. La ville mérite la vérité, et je dois nettoyer l'air avant que quiconque puisse me éclairer à nouveau. » Liana a griffonné des notes alors que je raconnais la chronologie. Journée de remise des diplômes avec des sièges vides, les photos du barbecue de la cour, la lettre de mon père de Talia, le test de l'ADN, moi-même, je ne fais que de clarifier les dates ou de demander des émotions pour que je puisse soupicher la parole. Parler, le poids sur ma poitrine s'est éclairci, exposé à l'air plutôt que d'étouffer sous des couches de honte. Après avoir publié, ils l'appelleront le sensationnalisme. Ta mère pourrait ne jamais te pardonner. Talia vous détestera, Darren. Eh bien, il cherchera tous les moyens pour vous discréditer. J'ai regardé le sol, imaginant la scène. Appels telephoniques in rages. 20. J'ai senti la main de Joël contre mon dos.
Un rappel pour rester calme. Je me suis forcé à rencontrer Nolan Starr. Tu l'as frappé. Nous l'avons vu, dis-je tranquillement, bien que chaque syllabe se sentait comme du feu libéré d'un pot de cloche. Nous vous avons vu lever la main. Le sourire de Nolan clignote, puis disparut. Il faisait un autre pas en avant, les yeux se rétrécissant. Les enfants se méprisent mal. Ils voient des ombres dans l'obscurité et inventent des monstres. Son regard se dirigea vers la porte de la chambre fermée. Ils ont inventé une histoire. Mamma quarse serra. Il y a quelques instants, vous m'avez dit qu'il y avait plus à voir. J'ai hoché la tête vers le salon. Je les prends avec moi. Cette maison n'est pas sûre. Son expression s'est effondrée en quelque chose d'anglais. Il passa une main dans ses cheveux comme s'il essayait de lisser les mensonges de son esprit. Vous ne décidez pas ce qui se passe dans ma maison, a-t-il dit, voix basse mais dangereuse. J'ai pris une respiration, les doigts se recroquevillant dans les poings à mes côtés. Je ne les laisse pas ici. Une scintillement de fureur a traversé son visage. Ils sont ma famille, il a serré. Non, non, dis-je, ou les Sof méritaient. Je brille à la porte du salon, où Mufis Sof. Les épaules de Nolan tombaient et pendant un instant sa colère se relâchait dans le désespoir. J'ai ressenti un coup de pitié, mais je me vole. Vous mettez vos propres besoins au-dessus de leur sécurité. Ils ont le droit d'être protégés par votre réputation. Il ferma les yeux, secouant la tête. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était plus douce et fracturée. Si vous les prenez, vous déchirez cette famille. Je tenais son regard. Coupure à l'ouverture de l'horreur. Un mur de solidarité Nolan ne pouvait pas violer. Je veux bien faire les choses, balbutia-t-il. Je vais aller avec toi. Nous pouvons faire. Anita l'a coupé d'une voix régulière qui a frappé le calme comme une cloche. Non, vous ferez face à ce que vous avez fait seul. Elle se tourna, prenant la main de Mira et suivit Sophie et Joël dans le couloir. Je suis resté enraciné dans le hall, en regardant les épaules de Nolan trembler avec des sanglots, il ne pouvait pas ou ne se libérerait pas. Le silence s'étendait, brisé uniquement par des sirènes éloignées devenant plus fortes. Enfin, il tomba à genoux, la tête s'inclina, comme si le poids de sa propre culpabilité l'écrasait. J'ai fermé la porte doucement derrière nous et j'ai guidé notre petite procession vers les marches. L'air de nuit frais pressé contre notre peau. En ce moment ouvert, lorsque le masque est tombé et que la vérité était nue, j'ai réalisé que rien à propos de Bellridge ne ressentirait jamais la même chose. Et pourtant, pour la première fois depuis trop longtemps, la sécurité a commencé à fleurir où la peur avait autrefois plu. Les yeux de Nolan me portaient en moi, un mélange de confusion et de fierté blessée. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, une voix trompeusement calme. Les lampes du couloir ont jeté son visage en soulagement sévère, les pommettes aiguës, le regard sur les clignotements. Derrière moi, Joël était prête, et les filles se sont blotties sur l'escalier inférieur, se serrant mutuellement. Dans ce moment tranquille, la maison sur l'Arc-Lane, le lieu de smiles et de chuchotements, j'ai ressenti une fermeture de piège dans les États-Unis. En avant, un ton plat dans mon corps avec une résolution. Tourner. Nous par pouces qui ressemblaient à des kilomètres. Tu m'as demandé de venir. Vous m'avez supplié au téléphone. J'ai vu l'hésitation scintiller dans ses yeux comme s'il ne s'attendait pas à ce que nous nous présentons. Bon. La forme fatiguée d'Anita est apparue au sommet des escaliers, pâle comme clair de lune dans sa robe de nuit. Elle s'appuya contre la rampe, les ecchymoses légèrement violettes sous ses manches roulées. Mera a émergé derrière elle, les yeux rouges mais féroces. Sophie suivit, les joues rougissaient, les épaules se sont redressées. Les quatre d'entre eux, une mère, 2 filles et mon propre enfant, étaient un cœur de vérité que Nolan ne pouvait plus se noyer. Il a avalé. Anita a des épisodes, il a recommencé, la voix tremblante. Vous ne savez pas ce qui se passe lorsqu'elle s'arrêta comme si le mensonge avait un goût de faute sur sa langue. Il ferma brièvement les yeux. Elle est malade. Elle a besoin d'un traitement de soins. Joël a marché à côté de moi. Voix même mes demandes en acier. La violence physique n'est pas un épisode. Nolan, c'est de la violence. Ses paroles ont atterri comme des pierres dans le Hushed Hall. La tête de Nolan se branla, les yeux se précipitant à Anita, puis à Mera. Vous manipulez cela. Elle a-t-il secoué comme s'il éliminait une hallucination.
C'est ma femme. Vous ne pouvez pas me les prendre. J'ai pris une profonde inspiration, canalisant chaque once d'autorité paternelle que je possédais. Vous les avez posé une main. Tu m'as dit toi-même. J'ai hoché la tête vers Mera, qui se tenait avec des poings serrés. Ils vous ont déjà perdu une fois ce soir. Ma voix se ramollit uniquement pour Anita. Je les garde en sécurité. Puis je me suis tourné vers Joël. Obtenez la voiture. Joël hocha la tête et pressa sa main contre le mur pour l'équilibre. Je l'ai regardé se retirer par la porte, le cœur battant. Derrière moi, les épaules de Nolan s'effondrent comme si toutes ses défenses s'étaient effondrées dans ce commandement unique. Il avait l'air petit et cassé. Il s'est dirigé vers nous, la voix silencieuse maintenant. S'il vous plaît, murmura-t-il. Laissez-moi juste expliquer. Je n'ai jamais voulu dire. Anita leva son menton, surprenant la force qui clique dans ses yeux. Il est trop tard pour des explications. Elle s'est stoppée sur le rail. Si vous nous aimiez, si vous vous en souciez, vous ne craigneriez pas la lumière du jour. Mera se tenait à côté de sa mère, a déclaré Jose. Nous avons des preuves, a-t-elle dit, en tenant le petit enregistreur qu'elle avait caché dans sa poche. L'appareil a brillé dans la lumière du foyer, un minuscule emblème de leur courage. Nous avons reculé tous les fichiers. Il ne lui a pas menacé de vous blesser. S'éloignant cette fois. Le regard de Nolan glissa entre les filles et sa femme, s'attardant sur les ecchymoses qui ont gâché ses avant-bras. Sa poitrine se souleva comme s'il pouvait s'effondrer. Je suis désolé, a-t-il étouffé. Je vais obtenir de l'aide. Je le promets. Ses paroles ont été forcées, lourdes de désespoir. J'ai levé une main. La police est à quelques minutes. Ils décideront à quoi ressemble cette aide. J'ai fait un pas de plus. Jusque-là, c'est là qu'ils seront avec moi. Il cligna des yeux, fait un tricot. Puis il a expiré lentement, la tension laissant sa posture en vague. Vous faites ce que vous pensez être le mieux, dit-il enfin, la voix petite. Je comprends. J'ai hoché la tête une fois. La porte d'entrée s'ouvrit et Joël est apparu, enrobé à la main. Le grondement du moteur flottait de l'extérieur. J'ai inauguré les femmes après Nolan. Anita s'arrêta au bas des escaliers, regardant de nouveau en arrière à la maison où sa vie s'était effondrée. Elle a inhalé, a carré ses épaules et a suivi Sophie et Mera dans le couloir. Nolan est resté immobile dans le hall, nous regardant bouger. Son visage était un masque de chagrin et de démission. J'ai regardé jusqu'à ce que la porte de l'écran cliqua, le scellant à l'intérieur de sa maison et de sa culpabilité. Au lendemain, j'ai réalisé que nous avions fait plus que de sauver une famille. Nous avions brisé une façade de civilité qui a fait des dommages indicibles. Alors que Joël fermait la porte derrière nous, j'ai senti un soulèvement de poids de ma poitrine. Les lumières de l'allée nous ont guidés vers la voiture d'attente où les officiers de roulement du presse-papier se sont désapprouvés. Nous avons chargé les filles et Anita dans le siège arrière et la silhouette de Nolan est apparue brièvement à la fenêtre avant de se retirer dans l'obscurité. Je me suis glissé dans le siège du conducteur, Joël s'installant à côté de moi, les yeux doux de soulagement. Sophie et Mera se sont blottis ensemble dans le rétroviseur, réconfortés par la présence de l'autre. La main d'Anita a trouvé la mienne sur la console centrale, sa poignée chaude et reconnaissante. J'ai commencé le moteur et je me suis éloigné, des alouettes par voix s'estompant derrière nous. À ce moment-là, j'ai compris que la véritable sécurité n'est pas construite sur des maisons parfaites ou des sourires polis. Il est forgé dans le courage d'ouvrir une porte et d'écouter les vérités chuchotées de l'intérieur. Ce soir, nous avions fait exactement cela. Nous nous sommes arrêtés dans notre allée sous la lueur douce de la lumière du Porsche. L'air était épais avec l'odeur de la terre humide et les feuilles tombées chutaient suffisamment croustillantes pour piquer la peau. Joël a éteint le moteur et la voiture est tombée dans un silence ponctué uniquement par le bourdonnement lointain de sirènes qui se dirigeaient sûrement vers l'Arclane. Sur le siège arrière, Sophie et Mera ont échangé un coup d'œil, un mélange de soulagement, de peur et de triomphe fragile. Anita était assise entre eux, sa posture tremblante mais forte, comme si elle découvrait des muscles qu'elle ne savait jamais. J'ai tourné mon siège pour y faire face. Tu es en sécurité maintenant, dis-je, voix basse. Nous allons nous assurer de rester en sécurité. J'ai d'abord découragé la ceinture de sécurité de Mira, puis celle de Sophie, et nous avons tous chuté dans le froid du soir.
Joël a arrondi la voiture pour ouvrir la porte arrière pour Anita. La famille s'est répandue sans berline dans un groupe brillant de vestes et de couvertures, un chant de force de fortune contre l'obscurité. Anita a inspiré un souffle tremblant, la main pressée contre sa poitrine comme si son cœur pulmonnait toujours sous chaque côte. « Je te remercie », murmura-t-elle. Sa voix craqua, mais elle ne détourna pas le regard. Je me suis avancé et j'ai offert mon bras. Elle l'a pris, glissant ses doigts à travers mon pli du coude, et nous avons commencé la courte promenade jusqu'aux marches. Mera et Sophie ont marché côte à côte, leurs épaules au carré. Derrière eux, Joël et moi avons suivi, un pas tacite reliant nos pas. Nous avons grimpé les marches du porche et franchi le seuil. À l'intérieur, les lumières brillaient chaleureusement contre les planchers de bois franc-polis. Le salon était silencieux. Contrairement à l'agitation frénétique que nous avons laissée, elle a simplement attendu. J'ai guidé Anita vers le canapé et l'ai aidée à s'installer avec des oreillers sur le dos. Joël Est apparu avec une tasse de thé chaud pour elle, curling à la vapeur comme une promesse de réconfort. Sophie tapota pieds nus dans la cuisine pour aller chercher des couvertures, laissant Mera sur le canapé à côté de sa mère. Mera plissa ses jambes sous elle, frottant ses bras pour la chaleur. La lumière douce de la lampe a atterri sur la manche meurtrie, qu'Anita avait roulée dans les violets fanés et les jaunes comme des pétales meurtris. Il a attrapé les grands yeux de Mera. Un coup bas retentit à la porte d'entrée. Je me suis arrêté. Pools reprenant. Joël a posé une main sur mon bras. Ce sont eux, dit-elle doucement. J'ai redressé et essuyé mes paumes sur mon jean, puis j'ai bougé pour ouvrir la porte. 2 policiers se tenaient sur le porche. L'officier Harris et son partenaire, l'officier Patel, sont confrontés à des badges attrapant la lueur de la lampe du porche. Patel acquiesça vers moi. Nous avons des questions, a-t-elle déclaré, entrelaçant ses doigts gantés. Ça vous dérange si nous entrons? Je me suis écarté. Bien sûr. Je les ai conduits dans le salon où Anidita était assise en serrant son thé et Mera regarda depuis son fauteuil. Sophie planait près du manteau, regardant les policiers avec une curiosité gardée. Harris s'éclaircit la gorge. Monsieur Harrow, Madame Harrow, nous sommes ici pour nous assurer que tout le monde est en sécurité et pour suivre les preuves que votre fille et son ami ont fournies. Ses yeux passèrent à Mera et Sophie. Vous avez fait quelque chose de courageux ce soir. Mera hocha la tête, chin tremblant. Patel Savanka. Nous devons prendre des déclarations. Nous devons également photographier ses blessures. Elle faisait signe vers les bras exposés d'Anita. Est-ce que ça va? Les lèvres d'Anita se pressaient, puis se séparèrent. Oui, dit-elle fermement. Vous pouvez tout documenter. Elle a retroussé ses manches pour révéler toute la longueur des ecchymoses. Sophie et Mera ont échangé un coup d'œil, un miroir de solidarité et de vulnérabilité, puis Harris a récupéré une caméra pour enregistrer les blessures. J'ai regardé la scène se dérouler, le cœur battant, mais stable. C'était pour cela que nous avions combattu. Vérité, responsabilité, protection. Mais alors que les policiers se déplaçaient pour séparer les questions, Patel prenant la déclaration d'Anita dans la cuisine alcôve, Harris se préparant à parler avec Mera et Sophie. Une voix tranchante envahissait de la porte d'entrée. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Les mots ont traversé la pièce comme une lame. Nous avons tous tourné. Nolan Lawson se tenait encadré dans l'embrasure de la porte, ses cheveux sombres de sueur, sa chemise sans cou, le visage dessiné avec une fureur crue. Ses yeux passaient de la police à Anita, puis vers moi. Derrière lui, la cour avant était allongée dans l'ombre, la nuit se pressant contre le seuil. Il s'avança en avant, les épaules au carré, comme s'il appartenait ici malgré tout. L'officier Harris a marché entre nous avec une main levée. Le docteur Lawson, a-t-il dit uniformément. Vous êtes sous enquête. Allez en arrière, s'il vous plaît. Le regard de Nolan est resté fixé sur Anita. Ses lèvres s'enroulèrent dans un ricanement. C'est ma maison. Sa voix était basse et froide. Ses filles, ma fille et un autre enfant, ont évoqué de fausses accusations contre moi. Il a pointé les filles. Croyez-vous leurs mensonges sur ma parole? Un silence soudain est tombé. Le petit halètement de Mera résonna dans la pièce. Sophie a carré ses épaules. Anita coulait dans le canapé, tremblant, mais ses yeux ont flambé de détermination. L'officier Patel parlait doucement.
Docteur Lawson, il y a des preuves. Preuves physiques et images enregistrées. Elle hocha la tête vers le sac d'ordinateur portable que Joël a tenu. Ce ne sont pas seulement des mots. Les yeux de Nolan se plissèrent. Vous avez des enregistrements de moments de famille privés sans mon consentement. Il m'a ricané. Vous avez fait irruption chez moi pour arracher ma femme et ma fille. Vous êtes les criminels ici. Joël est entré devant Anita et Mera Body enseignée. Nous avons fait ce qui était nécessaire pour les protéger, dit-elle régulièrement. Le seul crime ici est de cacher les abus. Patel a mis son carnet de côté et a produit un mandat. Selon cette commande, nous sécuriserons la maison et saisirons les appareils pertinents. Si vous entravez ce processus, vous ferez face à des frais. Nolan jeta un coup d'œil au mandat, puis aux officiers, sa mâchoire serrée, les narines s'évasant. Pendant un moment, je pensais qu'il pourrait les combattre. Puis il a suscité un souffle tremblant, les épaules s'affaissent. Son regard se dirigea vers Anita, meurtrie, vulnérable et résolue. L'homme qui s'était un jour appelé son protecteur se rétrécissant maintenant sous le poids de la vérité. Il jeta un coup d'œil aux officiers, puis à Anita. Très bien, cracha-t-il, s'écartant. Son visage était pâle, les yeux sombres, alors qu'il regardait Patel se déplacer vers le hall avec son partenaire pour commencer leur crise officielle. Dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé que la menace n'était pas venue avec violence, mais avec le calme effrayant d'un homme qui pensait que le pouvoir le protégeait. Maintenant dépouillé de ce pouvoir, Nolan s'est tenu exposé dans son propre seuil. Un père défait de sa propre main. J'ai placé une main stabilisatrice sur l'épaule de Mira. Ils s'en occuperont, dis-je doucement. Elle hocha la tête, les yeux débordants. Sophie a glissé son bras à travers le sien. Anita expira, fermant les yeux, le soulagement et l'épuisement se mêlant à sa posture. Alors que les policiers se déplaçaient dans la maison, collectant des appareils et des photographies, j'ai regardé ma famille, le sang et l'élu, se sont blottis ensemble. Nous avions fait face à la menace d'un père, et ce faisant, nous avons remporté une victoire tranquille. Le pouvoir de la vérité, la sécurité de la maison et le lien inébranlable de ceux qui se tiennent ensemble contre l'obscurité. Au moment où Nolan s'est éloigné sous l'instruction de la police, quelque chose dans l'atmosphère s'est déplacé comme une feuille de verre fragile qui cédait enfin. Il se tenait dans le hall, la tête s'inclinait alors que les officiers se déplaçaient méthodiquement dans les pièces, rassemblant des ordinateurs portables, des caméras et des téléphones. Chaque appareil portait des fragments de vérité, des horodatages de violence, chuchotés, s'il vous plaît. L'écho de la voix tremblante d'Anita. Le poids de ses preuves semblait presser Nolan dans les planches, ses épaules s'effondrant comme s'il portait toute la structure de la maison sur le dos. Anita glissa du canapé et s'approcha de lui, sa robe de nuit attrapant la lumière de la lampe. Elle s'arrêta à quelques mètres de là, regarda régulièrement. « C'est qui vous êtes devenu » a-t-elle dit doucement. Sa voix ne tenait aucun triomphe, seulement la douleur tempérée par la résolution. Pas l'homme que j'ai épousé. Pour la première fois, le masque de Nolan, sa posture de l'autorité composée, s'est effondré. Il tressaillit comme frappé, la mâchoire travaillant sans mots. Mera regarda du fond des escaliers, les bras pliés. Sophie se tenait à côté d'elle, les yeux brillants. Ils ont formé une salle d'audience silencieuse, témoin de sa chute. Le refrain de sirène à l'extérieur est devenu plus fort, une symphonie de responsabilité se rapprochant. L'officier Patel s'est déplacé entre Nolan et Anita. « Docteur Lawson, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous. » Les mots atterrissent fortement, scellant son sort. Dans le silence qui a suivi, Nolan leva la tête. Ses yeux, autrefois nets de contrôle, ont maintenant cherché et ont besoin de son visage pour la pitié. Elle tenait son regard sans tressaillir. Il a fait un pas tremblant vers elle, mais elle se détourna, le dos droit, le refus gravé dans chaque ligne. Alors que les poignets cliquaient autour de ses poignets, il rencontra mes yeux dans un dernier coup d'œil. Un plaidoyer pour comprendre ou peut-être le pardon. J'ai hoché la tête une fois tranquillement. Puis il a été conduit devant nous, l'écho de ses pas avalé en s'approchant de voitures de patrouille. Debout dans le hall, des visages illuminés par des lumières clignotantes, notre petite coalition, Joël, Sophie, Mera et Anita ont expiré la tension qui les avait retenus captifs. Le masque s'était effondré.
La vérité était nue, et enfin, Belridge se réveillerait aux réalités trop longtemps refusées. 6 mois plus tard, notre arrière-cour était vivante d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Après cette nuit sur l'Arksburlan, le soleil de la fin du printemps a jeté des ombres plissées sur la terrasse en bois, et le hibiscus le long de la balustrade a libéré un parfum doux qui se mêlait à la chaleur. Le rire des enfants a dégringolé dans les airs. Sophie et Mera se poursuivaient entre la table de patio et les parterres de fleurs, leur voix haute et brillante. Anita se tenait près du grill aux côtés de Joël, renversant des hamburgers et rattrapant les voisins. Elle s'était installée dans un rythme à la clinique, travaillant aux côtés de Joël pour conseiller les survivants de la violence domestique. Les marques d'ecchymose avaient longtemps disparu de ses bras, remplacées par des cicatrices douces qu'elle portait maintenant comme des badges de survie. Son sourire était facile, une véritable preuve que le courage pouvait s'épanouir au lendemain de la peur. L'exubérance de Mira était contagieuse. Elle s'est délimitée à Sophie portant un poignard d'hélice de la production du club dramatique de la semaine dernière et s'est immédiatement lancée dans un récit animé de son monologue. Sophie l'a taquinée à propos de la suragir et les deux ont éclaté dans des rires, leurs bras enroulés l'un autour de l'autre. Je me suis penché contre le bord du grill, la spatule à la main, sentant une houle de fierté qui faisait si bien qu'elle a presque piqué. Joël s'est joint à moi, ses yeux reflétant le soleil. « Le ressentez-vous aussi ?» demanda-t-elle, la voix douce. J'ai jeté un coup d'œil aux filles tourbillonnant autour de l'arbre magnolia, puis de retour au rire chaud d'Anita dérivant du grill. La paix, dis-je, mettant en place la spatule. Non, le courage. Cela nous a tous pris, mais nous l'avons fait. Elle hocha la tête et serra ma main parce que nous avons ouvert cette porte et refusé de détourner le regard. La brise remua et les pédales dérivaient comme des confettis. À ce moment-là, j'ai compris que la sécurité n'était pas accordée par des clôtures de périmètre ou des nuits silencieuses. Il a été gagné en train de défendre la vérité ensemble. Et comme l'arrière-cour remplie de rire et de lumière, je savais que notre famille, liée par l'amour et forgée d'adversité, avait finalement fleuri après le gel.